banque. Il y a un effort à faire. Il y a quelques années, les citoyens n'avaient presque pas confiance au système bancaire. Parce qu'ils ont connu beaucoup d'aventures, la démonétisation, la faillite. Et certaines banques se disent, ah, moi j'ai mis mon argent dans telle banque, il n'y a que banque congolaise, tout ça aujourd'hui, je ne vais pas tout récupérer. Il faut d'abord ramener cette confiance. C'est l'effort que le gouvernement est en train de faire, en commençant par la bancarisation et bien d'autres mesures encore, pour éviter ces pratiques-là. Donc, dans un effort collectif, nous devons sensibiliser la population, justement, pour éviter des situations qui ne profitent pas à notre État. Lorsque vous regardez un million à la maison, alors que c'est mieux de se trouver dans un compte en banque pour permettre à ce qui est des crédits, nous donnons des crédits à certains opérateurs pour le développement du pays. Non, ce n'est pas une bonne situation. Nous devons tous sensibiliser pour éviter la association. Nous devons orienter tous ces flux-là, tous ces fonds-là, en matière de lutte sur le blanchiment des capitaux, nous devons veiller, et je vous informe ici, que beaucoup de banques ont été déjà sanctionnés par la CNRF parce qu'ils n'ont pas respecté les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Mais étant donné que c'est encore un secteur très fluide, on ne peut pas directement mettre le secteur en danger. Jusque-là, vous ne communiquez pas. Mais j'ai informé l'autorité de la CNRF que désormais, je vais commencer à multiplier les sanctions infligées par la CNRF. C'est ma commissaire. Parce qu'on ne voulait pas impacter la population. Quand vous apprenez aujourd'hui que telle banque a payé autant de millions comme moi, je pense qu'il y a lendemain, vous allez courir pour récupérer votre argent. Ah, il va dans la carte. N'est-ce pas? On a sanctionné tellement, il a payé 5 millions. Ah, déjà là-bas, je dois récupérer mon argent. Vous ne pouvez pas. Pour éviter cette partie-là, le son encore, il va se payer la bouche. Mais à un certain moment, on sera bien obligé. Ils vont publier ces transactions. Si vraiment ces institutions continuent à violer la loi. Et vous m'obligez, quand même à l'époque, que je vais le faire. La question, c'est que on parle de corruption, mais apparemment, la justice semble pas se prononcer là-dessus. Ça rejoint également la question qui a été posée sur les détournements avec notre ami de Gobouel. Je voudrais d'abord nous dire ceci. Les infractions de corruption et même des détournements, ce sont des infractions qu'on considère comme étant des infractions à col blanc, des infractions intelligentes. Elles se commettent le plus souvent dans son bureau, loin des regards. Ce n'est pas comme les coups et blessures où on constate qu'on voit les gens se battre. C'est dans sa gestion, c'est dans les relations que cela se commet. Ce qui est l'infraction, par exemple, l'infraction des détournements, elle se commet le plus souvent dans le cadre d'une gestion. Et c'est à l'occasion d'un contrôle administratif, le plus souvent, qu'on découvre cette infraction. Et la spécificité du droit congolais, c'est de revêtir certains agents des services administratifs chargés de ces contrôles de la qualité d'OPJ. Puisque c'est à l'occasion de ces contrôles administratifs qu'ils découvrent et ils ont l'obligation de se saisir et de transmettre les dossiers au parquet, à l'officier du ministère public, puisqu'ils sont considérés comme étant les yeux, les oreilles et les bras du parquet. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là évidemment l'essor de l'île de faiblesse de
relevé par le groupe d'action financière, c'est la coopération, la collaboration entre les services. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les chefs. Vous avez la direction de l'audit des finances publiques du ministère des Finances. Ce sont des services qui sont sur le terrain chaque jour. Ils font des contrôles. Mais la question de savoir combien de dossiers transmettent-ils à l'officier du ministère public après les investigations. C'est également là le problème de statistique. Donc, pour que les papiers se prononcent, pour que le juge se prononce, il faut qu'il ait été saisi. Or, donc, il faut qu'il y ait une collaboration entre les chefs. Nous ne devons pas nous limiter à dénoncer, à dire qu'on a détourné les millions, mais il faut également qu'on aille jusqu'au bout et qu'on saisisse les instances judiciaires pour que cette dernière se prononce. Et vous êtes journaliste, faites vos investigations, vous verrez que partout on crie détournement, on crie corruption, mais on n'arrive pas à démontrer cette corruption. Les peu de dossiers qu'on transmet au parquet, je crois que les papiers, il y a des condamnations. Mais là où je vous donne raison, je vous rejoins, c'est sur la question pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas suffisamment les biens détournés ou les fruits de l'inflation. Je crois que nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on ne fait pas suffisamment application de la loi sur le logement. Apporter dans le même sens que monsieur le secrétaire exécutif, en ce qui concerne la déclaration d'opération suspecte. Il y a des mécanismes qui sont mis en place par la CNRF pour pouvoir protéger les assujettis. Pardon? Oui, donc il y a une disposition de la loi anti-blanchiment, c'est-à-dire la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux qui protège tous les assujettis qui déclarent de bonne foi les déclarations d'opérations suspectes à la CNRF. Donc il n'y a aucune poursuite pénale. Ils bénéficient de ce qu'on appelle l'exemption de responsabilité. Donc ils ne peuvent pas être poursuivis pour avoir déclaré de bonne foi les déclarations d'opérations suspectes à la cellule nationale de renseignement financier. Alors je verrai, si vous me permettez, de pouvoir aborder peut-être, si j'ai répondu bien évidemment à votre préoccupation, à quelques deux préoccupations du journaliste au web, en ce qui concerne le faible taux des déclarations d'opérations suspectes, la sécurité des avocats. Je crois que je viens de répondre là-dessus. Les informations au niveau de la CNRF sont sécurisées et protégées. Je crois que monsieur le secrétaire exécutif l'a si bien dit que la CNRF est dotée d'un bâtiment sécurisé. Et à ce jour, il y a des mesures qui sont mises en place pour pouvoir sécuriser toutes les informations que nous recevons de la part des assujettis. Il s'agit bien évidemment des assujettis du secteur financier et du secteur non financier. Et les informations que nous recevons également de la part de toutes les autorités compétentes avec lesquelles nous sommes en coopération. Alors, pour ce faire, la CNRF a mis en place une solution technologique, une solution informatique, me permettant de pouvoir sécuriser ces informations. C'est une plateforme de télédéclaration destinée aux assujettis qui font leur déclaration en toute sécurité. Et c'est cette plateforme même qui permet également à la CNRF de traiter en toute sécurité ces informations et échanger même ces informations même de manière... Et à ce sujet, c'est d'abord le secteur financier qui est sous supervision de la Banque centrale qui ressent en premier le contre-coup de cette inscription du pays sur la liste des crises. Parce que c'est d'abord, je pense que le secrétaire exécutif s'est largement établi là-dessus. En fait, les risques de dérisking qui pèsent sur les pays. Et quand on parle de dérisking, c'est-à-dire tous nos correspondants bancaires
en fait, ces réserves des traités avec les banques qui sont installées au niveau national parce que ça constitue pour eux un risque des sanctions extrêmement élevées. Donc, ils dérisquent la RDC, donc ils évitent les traités avec la RDC. Et le secrétaire exécutif l'a rappelé, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule banque et l'ironie du sort, c'est une banque américaine, donc la Citibank, qui accepte encore les opérations de correspondance bancaire avec notre pays. Donc, l'impact est vraiment ressenti en premier lieu dans le secteur qui supervise la Banque centrale du Congo, donc le secteur financier, donc dans l'intermédiation financière. Nous allons ici à Transactions en dollars, principalement, sans que puisse contrôler l'origine de ces fonds et surtout la destination. Je parle sur le marché national. Deuxième question, si on lutte contre la corruption, comment on peut expliquer que l'injustice, c'est la question adressée au PG des SOFA, que la justice ne reçoit pas suffisamment des dossiers de ceux qui sont soupçonnés de corruption ou de ceux qui sont à la fois soupçonnés, jugés et parfois même condamnés sans récupération des biens détournés. Et enfin, dernière question, quelle est la collaboration réelle entre CNRF et les banques? Est-ce que les banques sont transparentes avec tout ce qu'il y a comme dépôt? Parce qu'on sait souvent que ceux qui viennent déposer ne donnent pas souvent l'origine de leurs fonds. Merci. Du ministre de la Justice. Le second, c'est le secrétaire permanent qui, lui, est représentant de la Banque centrale. Merci. Le pays s'est doté d'une stratégie nationale de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je voulais savoir s'il était important pour la RDC d'avoir cette stratégie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous l'a dit amplement le secrétaire exécutif de la CNRF, au regard de toutes les insuffisances qui avaient été relevées, le pays devait obéir aux standards internationaux. Le GAFI, dans ses recommandations, il a... Le GAFI, c'est le groupe d'action financière. Le GAFI, le groupe d'action financière, merci beaucoup. Le GAFI a 40 recommandations. Et la première recommandation voudrait que les pays, il est demandé aux États d'évaluer leur dispositif, de comprendre leur dispositif. Donc le pays a dû obéir à cette norme internationale qui était si impérieuse. C'est ainsi que le pays a procédé à son évaluation nationale de risque. Également, il a fallu comprendre la cartographie, comme l'a dit le secrétaire exécutif, qui a vraiment bien explicité ces notions-là. Il fallait comprendre la cartographie générale. C'est ainsi que